Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui avec nous. On va laisser encore quelques secondes aux personnes pour se connecter et puis ensuite on va démarrer ce webinaire. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous disent bonjour dans le chat. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. On est ravis de vous retrouver, même si on aurait préféré ne pas avoir à se retrouver, mais c'est comme ça, donc on va faire avec. Allez, on va laisser encore quelques secondes aux personnes qui arrivent. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je reconnais dans le chat, qu'on connaît bien. Bien, eh bien, on va démarrer. Moi, je suis Xavier, je suis un des cofondateurs de ZenChef qui organise ce webinaire. Tout d'abord, avant de présenter le sujet du jour et nos intervenants, comme je le disais, on aurait préféré ne pas avoir à se retrouver. Ça aurait voulu dire que on serait pas dans cette situation qu'on connaît. Je voulais vous souhaiter à tous énormément de courage pour cette période difficile que vous apprêtez à vivre de la part de toute l'équipe ZenChef. Sachez que on sera là à vos côtés encore cette fois-ci par tous les moyens possibles. On commence aujourd'hui par ce webinaire avec des experts qui vont vous aider et on va continuer avec d'autres sujets. Donc, on vous tiendra au courant du programme dans les prochains jours. On va également organiser de nouveaux lives sur Instagram pour donner la parole aux restaurateurs, aux chefs, pour partager leur expérience, pour vous mettre en relation. Voilà, il faut qu'on soit solidaires pour traverser cette épreuve ensemble et s'en sortir encore plus fort. Vous l'avez déjà fait une première fois, on l'a fait aussi et on s'en est sorti. Et donc, on s'en sortira encore cette fois-ci et vous pouvez compter sur ZenChef pour être avec vous. Alors, on va démarrer sur le sujet du jour, sur les aides auxquelles vous avez droit en ce moment. On avait déjà organisé un webinaire sur ce sujet. Certains éléments ont été mis à jour et donc ils vont vous être présentés aujourd'hui. Vous pourrez également poser vos questions. Juste pour l'organisation, pensez à poser vos questions plutôt sur l'onglet questions, donc en haut à droite, plutôt que sur le chat, puisque sur le chat, c'est très... Alors que sur l'onglet questions, on peut ensuite les traiter dans l'ordre. Vous pouvez même voter pour les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde en priorité. Voilà, donc pensez bien à utiliser l'onglet questions. Je vois sur le chat que certains n'ont pas forcément le son. Essayez d'utiliser le navigateur Chrome si jamais ça ne fonctionne pas chez vous. Parfois, ça règle les différents problèmes. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne connaissent pas ZenChef, on est une entreprise qui a été créée en 2011. On est spécialisé dans la réservation pour les restaurants, sans commission, sans intermédiaire. On travaille aujourd'hui avec plus de 5000 restaurateurs et chefs en Europe, dont on est très fiers, autant beaucoup d'indépendants, des groupes, voilà, tout type de restaurants. Et puis, on est une cinquantaine de passionnés de restauration qui essayons de faire notre mieux pour vous aider au quotidien. Et puis, durant ce confinement, on a décidé de s'engager et de vous aider avec l'organisation donc de ces conférences en ligne. On va continuer avec d'autres experts dans les prochains jours. Et puis, on vous met également à disposition un module de click and collect gratuitement. Donc, c'est voilà, pour faire de la
La vente à emporter, c'est un module qui vous permet de prendre des commandes en ligne, d'être payé directement par vos clients. Et voilà, et donc c'est mis à disposition. Si vous avez un intérêt parce que vous n'êtes pas encore utilisateur de ce module, vous pouvez faire une demande directement sur notre site. Et on met également à disposition un module pour envoyer des campagnes par email et par SMS. C'est très important en ce moment de rester en contact avec vos clients à travers les réseaux sociaux et par d'autres moyens. Et donc, voilà, on a décidé de rendre toutes ces fonctionnalités gratuites pendant toute la période du confinement. Bien, eh bien, on va rentrer dans le sujet du jour. Je vais d'abord présenter nos intervenants. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux experts. Pascal Lévy, donc expert comptable, directeur associé de Galaxy Conseil, et Baptiste Roblin, que certains d'entre vous connaissent déjà, puisque il avait animé plusieurs webinaires lors du dernier confinement sur les aides. C'est un avocat donc dans le cabinet Novelo associé et qui est spécialisé dans le CHR. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, messieurs? Non, merci Xavier, c'est très clair. D'ores et déjà, effectivement, bon courage à tous pour cette période compliquée. Effectivement, on sera encore à vos côtés sur cette période très compliquée. Et je vous remercie tous les deux de prendre du temps dans vos agendas pour partager aujourd'hui avec nos restaurateurs. Donc, le sujet du jour, évidemment, ce sont les aides pour les restaurateurs. Et un autre sujet qui est très important, c'est comment renégocier son bail avec son bailleur. Voilà, donc on va essayer de vous apporter un maximum d'éclairage pour que vous puissiez mettre en place des choses concrètement dès la fin de ce webinaire. Et donc, je vous laisse la parole. Moi, je reste pour ma part en retrait pour suivre les questions dans le chat, enfin dans l'onglet questions, et ensuite vous les poser directement. À vous, messieurs. Bonjour à tous. Donc je vais commencer sur la partie aide financière et Baptiste continuera sur la partie négociation du bail. L'idée, ça fait plusieurs mois maintenant qu'un certain nombre de dispositifs ont été mis en place. Ils ont évolué dans le temps. Ils vont encore évoluer dans la mesure où il y a eu d'abord une période de couvre-feu étendue à 9 métropoles, puis bien évidemment un second confinement. Donc l'idée, c'est de faire un premier point sur ce qui a déjà été mis en place, ce qui potentiellement pourrait être reconduit ou qui va être reconduit pour que du coup vous puissiez disposer des meilleurs éléments d'information dans cette période qui est, on le sait, difficile. Alors, je vais aborder 3 points. Le point fonds de solidarité, qui est un grand sujet sur lequel on a été interrogé beaucoup par nos clients restaurateurs. On va aborder également tout ce qui est dispositif lié aux entreprises en difficulté. On va évoquer tout ce qui est dispositif de prêt, c'est-à-dire d'allègement en termes de trésorerie, enfin, allègement momentané qui vous permettent de faire face à vos échéances. Et puis enfin, un tour sur les dispositifs chômage partiel et exonération de charges. Alors, sur le fonds de solidarité, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis le 1er mars, qui est applicable à compter du 1er mars, qui a un dispositif évolutif dans la mesure où chaque mois, par décret, les conditions d'application de ce fonds de solidarité a été modifié au fur et à mesure. Ce qu'on peut dire, c'est effectivement, il y a le fonds de solidarité prévu et sur lequel vous avez largement activé ce dispositif est un dispositif qui prévoit l'attribution de 1 500 € et un second dispositif mis en place, enfin doit être mis en place prochainement, a été annoncé par le ministre de l'économie, visant à mettre en place et de façon cumulable avec l'aide de 1 500 € un fonds de solidarité pouvant aller jusqu'à 10 000 €. Alors, les conditions pour, alors, je précise bien, ce dispositif est cumulable 1 500 € et jusqu'à 10 000 € est cumulable
est censé être cumulable. Les conditions n'ont pas encore été déterminées par décret, elles vont l'être. Je sais que on a interrogé les services fiscaux la semaine dernière. Ils sont en train de travailler dessus pour connaître effectivement les conditions d'application. C'est pas encore fixé. Je précise bien que c'est jusqu'à 10 000 euros et ça doit être applicable à partir de la période de confinement et même de façon antérieure sur la période de couvre-feu. Pour l'instant, le formulaire, ça fait l'objet de discussions avec les professionnels du secteur, alors des secteurs touchés, les plus touchés, et ça fera l'objet, comme sur le dispositif de 1 500 euros, ça fera l'objet d'un formulaire particulier sur lequel vous pourrez vous inscrire sur votre espace personnel, et dès lors que l'affaire sera instruite, sera versé directement sur le compte de l'entreprise. Voilà, donc c'est un point qui est à suivre, qui va encore évoluer dans le temps. Et bien évidemment, je sais que l'annonce des 10 000 euros permet effectivement, va sécuriser un petit peu la trésorerie des entreprises de restauration, sachant qu'on ne connaît pas encore les conditions d'application. Ça devrait sortir logiquement fin de cette semaine. Voilà ce que je peux dire sur le fonds de solidarité, sachant qu'aujourd'hui, le fonds de solidarité correspondant à 1 500 euros, les conditions ont été définies déjà sur les 2 mois précédents, et donc de ce point de vue-là, elles ne changent pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'aspect fonds de solidarité et l'actualité qui va en résulter. Donc l'idée, c'est effectivement de bien suivre ce qui va être mis en place par la suite. Alors, juste toute petite précision, Pascal, si je puis me permettre sur ce point, pour rappeler aux éditeurs qui sont présents aujourd'hui, les sujets qu'on est en train d'aborder, en particulier la question du fonds de solidarité, la question des aides, comme vous l'avez compris, ce sont des sujets qui sont évolutifs. Là, on est au cœur de l'actualité parce que justement, il y a des précisions qui doivent être apportées par le gouvernement. Pour vous rassurer les uns les autres, on a publié 2 articles avec Pascal sur le blog de ZenChef, et il est convenu que ces articles soient actualisés. C'est-à-dire que le passage sur le fonds de solidarité, qui est actuellement sur le blog de ZenChef, qui a été préparé par Pascal, le jour où on aura les précisions, il sera actualisé en temps réel, en sorte que vous aurez sur le blog de ZenChef les précisions qui seront apportées sur les conditions d'accès et les modalités d'accès. Voilà, parce que comme c'est beaucoup d'aides évolutives et que les annonces sont très très récentes, sur les précisions qui seront apportées au fur et à mesure, vous serez informé en temps réel sur le blog ZenChef par rapport à nos soins. Oui, c'est vrai que c'était une précision importante. Je te remercie, Baptiste. Voilà ce que je pouvais dire sur le fonds de solidarité. Ce que je propose, c'est que maintenant, on passe sur les autres dispositifs. Alors, si on pouvait passer sur le slide suivant, ce serait parfait. Oui, désolé. Pas de souci, encore, parce que ça, je viens déjà d'en parler. Alors, les dispositifs de prêt, on va y revenir, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont maintenant bien connus, mais je voulais quand même revenir rapidement dessus. Tout le monde a entendu parler du prêt, le fameux PGE, prêt garanti par l'État, qui pouvait aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Ce que je vais vous apporter, l'idée, c'est de vous apporter les différentes expériences qu'on a eues en ce qui concerne ces demandes. Ces demandes ont été largement relayées par les établissements bancaires qui ont globalement joué le jeu. Le dispositif étant que le dossier est instruit par la banque et la BPI, qui est l'organisme d'État, permet du coup de garantir ce prêt. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une garantie qui est à dernière demande. Donc, c'est pour ça que vous avez les établissements bancaires ont la possibilité de refuser ce prêt, dans la mesure où garantie à dernière demande, ça veut dire que la banque doit essayer de procéder au recouvrement intégral de la somme, et si jamais elle n'arrive pas effectivement à recouvrer la somme, c'est la garantie de l'État qui joue. Donc c'est pour ça que
certains d'entre vous se sont vus refuser ce prêt dans la mesure où, effectivement, la banque était certainement qui était un peu frileuse, notamment pour certaines de vos entreprises qui étaient non pas en difficulté, mais qui avaient déjà des bilans qui n'étaient pas très positifs sur les années précédentes. Voilà, le point a été celui-là. Si jamais vous avez un refus, vous pouvez parfaitement demander l'arbitrage, enfin c'est pas l'arbitrage, plus exactement la conciliation du médiateur du crédit. Ce sont des choses qui fonctionnent plutôt bien. Dans notre expérience, on a obtenu gain de cause à 2 dossiers sur 3 quand on a fait appel à la médiation du crédit. Ça permet d'engager une discussion avec la banque sur des points, on va dire des points d'amélioration ou des points faibles ou des points de possible gestion de votre dossier. Et de ce point de vue-là, le médiateur du crédit est plutôt très utile. Donc ça, c'est un dispositif important. Depuis août, il y a eu le PGE saison qui était important. Pour ceux qui ont une activité très saisonnière, il y a la possibilité de demander un PGE, non pas sur 3 mois de chiffre d'affaires de l'année antérieure, mais sur les 3 meilleurs mois de l'année antérieure. C'est-à-dire que quand vous avez des mois très forts, quand vous êtes situé dans des zones notamment touristiques, vous effectuez sur 3 mois sur les mois d'été principalement, des mois très forts de chiffre d'affaires, alors que si on prend la moyenne de 3 mois recalculée sur l'année, on arrive à des montants bien inférieurs. Donc le PGE saison a été mis en place en août 2020. Je vous invite donc effectivement à regarder pour ceux qui se situent dans une activité, enfin dans une zone touristique, à voir si vous ne pouvez pas bénéficier de ce PGE saison. Autre point, si vous n'avez pas mobilisé auprès de votre établissement financier l'intégralité des droits et que vous avez fait une demande plus faible que ceux auxquels vous aviez droit initialement, c'est donc, je répète, 25% du chiffre d'affaires de l'année précédente ou alors les 3 meilleurs mois, vous avez la possibilité de faire une demande complémentaire dans la limite des droits qui vous sont attribués. Donc, dans ce cas-là, il faut faire une seconde demande auprès de votre banque et faire une seconde demande auprès de la BPI qui va venir vous donner sa garantie, ou plus exactement donner la garantie de l'État sur le complément de prêt. Un point également sur le prêt rebond. Le prêt rebond a été mis en place par la région Île-de-France. Il permet d'attribuer un complément de prêt qui vient compléter le dispositif PGE sur de l'investissement, sur une augmentation du besoin de fonds de rendement, ce qui n'est pas forcément votre cas, mais il prévoit également en cas de difficulté complémentaire de trésorerie. Vous pouvez activer cette demande prêt rebond et vous avez droit du coup, vous pouvez mobiliser jusqu'à 50 000 € de trésorerie. Petit point sur les dispositifs, le dispositif CCSF. Alors, je pense que j'y reviendrai plus exactement dans une seconde partie. Le dispositif CCSF, c'est un dispositif qui vous permet de négocier vos échéances fiscales et sociales auprès d'un organisme qui s'appelle le CCSF, mais j'y reviendrai après avec la présentation de tout ce qui concerne les éléments sociaux. Je vais accélérer un peu parce que le temps passe vite. Je voulais parler aussi du dispositif mis en place par la région Île-de-France. Si vous pouvez, alors c'est le fonds résilience. Le fonds résilience est intéressant dans la mesure où il est ouvert aux entreprises qui n'ont pas bénéficié du PGE, dans la mesure où il y a eu un refus de la banque. Donc, c'est un dispositif pour les entreprises qui sont manifestement en difficulté que vous pouvez mobiliser. Il y a eu près de 100 millions d'euros qui ont été mis en place par la région Île-de-France. À ce jour, 30 millions ont été attribués, donc il y a encore de la place pour cette partie-là. L'avantage, c'est que c'est ouvert aux entreprises allant jusqu'à 50 salariés, des entreprises en solo, c'est-à-dire des entreprises sans salariés,
pouvant aller pour un prêt pouvant aller jusqu'à 10 000 euros et avec un différé de 18 mois. Vous pouvez avoir aussi pour les entreprises qui ont jusqu'à qui ont jusqu'à 10 salariés, vous avez un dispositif avec un différé de 24 mois. Vous avez un prêt qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. Et pour les entreprises qui vont jusqu'à 50 salariés dans la restauration, vous pouvez mobiliser jusqu'à 50 000 euros avec un remboursement de 6 ans et un différé de 24 mois. Donc c'est un dispositif qui est intéressant dans la mesure où il vient couvrir une partie des dispositifs non couverts par le PGE dans le cas d'un refus de prêt. Alors là, j'évoque un dispositif spécifique à la région Île-de-France. Je vous invite donc, pour ceux qui ne se situent pas dans cette zone géographique, à voir les autres dispositifs régionaux qui existent, dont on ne pouvait pas faire l'inventaire complet dans la mesure où c'était assez lourd. Mais je vous invite vraiment à voir ce qui a été mis en place au niveau de vos régions et qui viendrait effectivement copier un petit peu ce dispositif. Je sais que la région Rhône-Alpes, par exemple, a mis quelque chose sur la table qui est intéressant, un dispositif qui ressemble un petit peu à celui-là. Alors, si on pouvait passer la slide suivante, et même les deux suivantes, je pense. Alors, les principales exclusions, faut pas être en situation de procédure collective au moment de l'attribution du prêt, mais ça me paraît logique. On peut passer encore le slide suivant. Encore. Alors, je vous ai indiqué, ZenChef vous communiquera la présentation qui est mise en ligne. Je vous ai mis l'ensemble des liens pour lesquels vous pouvez effectuer votre demande, avec les coordonnées de l'ensemble des services instructeurs, de telle sorte que vous puissiez faire vos demandes directement, soit par l'intermédiaire de vos conseils. Alors, il nous annonce, dans l'expérience qu'on a sur la région Île-de-France, il faut compter une instruction d'une dizaine de jours, un délai d'instruction d'une dizaine de jours, et ensuite une dizaine de jours pour libérer les fonds, parce qu'il y a un processus qui est plutôt rapide par rapport à ce qu'on a habituellement. Alors, bien évidemment, je vais vous parler de l'activité partielle. L'activité partielle qui a évolué dans le temps, pareil, c'est qu'on avait un système auparavant classique d'activité partielle qui était une prise en charge forfaitaire de 7,74 € de l'heure, qui a évolué bien évidemment suite à la crise du Covid et qui a été étendue à 70% du taux horaire brut dans la limite de 4,5 SMIC, avec un plancher à 8,03 €. Voilà. Ce qui veut dire que sur ce dispositif, l'avantage de ce dispositif, c'est que ça vous permet d'indemniser vos salariés à hauteur de 70% et d'être indemnisé à hauteur de 70% du brut. Ce qui fait qu'il n'y a pas de coût net pour l'entreprise. C'est un premier avantage. Et il y a un deuxième avantage à ce dispositif, c'est que ça vous permet de garder vos salariés, sachant que vous êtes sur un secteur en tension en termes de recrutement. L'idée, c'est de garder les compétences en interne et de continuer, voilà, à préserver l'essentiel, à savoir la compétence de vos équipes. Ce dispositif devait changer à compter du 31 octobre. Bien évidemment, pour le ramener à plutôt 60% d'indemnité de prise en charge de l'indemnité partielle, il va être maintenu à hauteur de 70% pour les établissements qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Il faudra bien évidemment suivre ça de près, mais l'idée c'est qu'effectivement
Le confinement, le second confinement n'est pas identique au premier. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tout, par rapport au premier confinement, il y a tout un tas d'activités, notamment les travaux publics, notamment le commerce de gros, qui continuent leur activité. Et donc l'idée, c'est que de mobiliser pour les établissements et pour les structures qui ont fait l'objet de fermeture administrative, de se concentrer plutôt sur ces activités-là, sachant que les autres activités continuent et perdurent. Donc l'idée, ça va être sans doute, alors je suis pas devin, mais effectivement sur la période de crise sanitaire et sur la période qui vient à nous, il y a de grandes chances que le dispositif de 70% soit maintenu pour les restaurateurs et pour un certain nombre de mois. Voilà. Alors, j'ai pas une boule de cristal, mais l'échange qu'on a pu avoir avec effectivement le ministère de l'économie nous laisse à penser qu'effectivement on va rentrer dans ce cadre-là. Donc ça concerne l'activité partielle et le dispositif qui va perdurer. Je vous rappelle que vous aviez fait la demande dans la limite de 1000 heures au début du premier confinement avec un volume d'heures maximum de 1000 heures. Ce volume d'heures a été étendu à 1607 heures, ce qui revient en fait à un contrat 35 heures à 35 heures de façon hebdomadaire. Ce volume d'heures va sans doute être étendu à 2000 heures pour tenir compte des établissements qui ont une durée collective de travail supérieure à 35 heures. Un dernier point sur lequel je voulais revenir et ensuite je passerai la main à Baptiste, c'est vous avez bénéficié au titre du décret du 30 mars 2020 d'une exonération de charges patronales du 1er février au 31 mai. Premièrement, cette exonération devait être réalisée au plus tard sur la déclaration URSSAF du 15 octobre. Et et vous avez bénéficié aussi d'une réduction forfaitaire de charges sociales dans cette même déclaration. Il est possible que ce dispositif soit reconduit sur la période du confinement. Ce sont des mesures, comme on vous le disait, qui sont des mesures à suivre et qu'on n'hésitera pas effectivement à actualiser sur le blog de ZenChef. Voilà, j'ai essayé de faire un tour en peu de temps, un tour sur l'ensemble des dispositions dont vous pouvez bénéficier, les prêts, le fonds de solidarité et puis tout ce qui est application du chômage partiel. J'évoquerai assez peu le chômage de longue durée parce que je suis pas absolument persuadé qu'il soit adapté à vos situations ou pas dans un premier temps, peut-être dans un second temps. Je passe la main à Baptiste qui va nous parler de tout ce qui est baux et négociation des baux. Voilà. Peut-être, je sais pas, Xavier, qu'est-ce que tu penses peut-être pour éviter que les choses deviennent compliquées à suivre, peut-être de prendre maintenant les questions relatives aux aides et à la trésorerie sur les points soulevés par Pascal avant de passer à la partie loyer. Oui, je suis d'accord. Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde. Il y a une question. Donc, le fonds de solidarité prévu de 10 000 € est-il une avance sur trésorerie à rembourser ou une indemnisation? Donc, Nicolas nous demande. C'est pas remboursable, c'est acquis. Très bien, c'est acquis. Philippe nous demande, j'ai ouvert mon restaurant il y a 2 mois. Quelles sont les aides auxquelles j'ai le droit et les conditions pour les obtenir? C'est problématique, ça fait l'objet de discussion. Effectivement, c'est pas simple. À ce jour, rien n'est figé. C'est en cours de discussion avec le ministère de l'économie. Voilà. Donc, on vous tiendra informé, évidemment. Alors, les aides, que ce soit clair, hein, là, en l'occurrence, je parle du fonds de solidarité. Le chômage partiel, vous y avez le droit dans la mesure où vous avez été contraint de fermer votre établissement. Par contre, là où ça pose souci, c'est sur les deux dispositifs fonds de solidarité et prêts, où là, effectivement, c'est problématique, dans la mesure où on a vu qu'on s'appuyait sur l'année 2019 pour le prêt PGE, et sur le fonds de solidarité, effectivement, c'est un point qui fait l'objet de discussion. Point à suivre. Mais à ce jour, la seule chose dont vous pourriez bénéficier, en l'état actuel des choses, c'est le chômage partiel.
Merci Pascal. Donc, question de Jonathan. Si l'État prend en charge 70% de rémunération brute, y a-t-il donc un reste à charge employeur de 30% pour que le salarié Non. touche 100% de son salaire? Alors, il y a deux choses l'une. C'est vous êtes tenu légalement de l'indemniser à hauteur de 70%. Si vous voulez faire le complément, vous pouvez, effectivement, pour pas qu'il y ait de perte de salaire, mais c'est à votre charge. Merci. Est-ce que le chiffre d'affaires généré en vente emportée peut réduire le montant alloué au titre du fonds de solidarité? Question de Sébastien. Alors, Sébastien, vous pouvez répéter la question? Est-ce que le chiffre Alors, je d'affaires l'affiche à l'écran. peut réduire le montant alloué? Alors, il y a eu un commentaire du ministère de l'économie pour bien préciser. Alors, après, il faut voir les conditions d'application, mais il a bien précisé que le chiffre d'affaires des ventes à importer ne serait pas pris en compte. Alors après, il faut regarder les modalités, c'est comme tout. Mais il a bien précisé, il a fait cette annonce il y a 2 jours, sauf erreur de ma part. Voilà. Affaire à suivre. Je vais laisser les questions sur les loyers pour Baptiste pour la suite. Question de Stéphanie. La plupart des restaurateurs travaillent en couple et co-gérants. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une indemnisation comme tous les salariés? Alors, vous parlez d'une indemnisation de quel ordre? En termes de. Alors là, en l'occurrence, c'est chômage partiel. De ce que je comprends, vous êtes en couple et co-gérant, la gérance est majoritaire, et donc vous n'avez pas un statut de salarié. Dès lors que vous n'avez pas de statut de salarié, vous n'êtes pas éligible au chômage partiel. Alors, petit point, la seule possibilité pour un dirigeant d'être pris en charge par le chômage partiel, c'est qu'il est à côté de son mandat social, qu'il ait un contrat technique qui lui permet de bénéficier de la situation de salarié. Voilà, il peut être par exemple directeur du développement ou directeur de salle et dirigeant, et auquel cas il aurait droit pour son contrat de travail, pour la partie contrat de travail, à être indemnisé, sous réserve qu'il soit bien pris en charge par Pôle emploi. Hein. Merci. Question de Gaël. Mon restaurant avait prévu de fermer 15 jours au mois de novembre. Puis-je continuer à imposer à mes salariés cette période de congé? La réponse est oui. Maintenant, le calcul à réaliser, c'est est-ce que c'est intéressant pour vous? C'est pas certain. Faut regarder. Si vous imposez effectivement la fermeture en termes de congés, il va falloir vous acquittiez les congés payés. Si votre trésorerie le permet, la réponse est oui. Sinon, vous avez peut-être intérêt à bénéficier du chômage partiel. Merci. Question concernant de Mathilde sur les aides à la numérisation. Est-ce qu'il y a eu plus de détails là-dessus? Est-ce que la plateforme de livraison peut-elle impliquer une indemnisation? L'utilisation, d'une plateforme de livraison peut-elle impliquer une indemnisation? Je crois que c'est le fameux fonds de 100 millions d'euros qui a été annoncé. On n'en sait pas beaucoup plus à ce stade, malheureusement. Sur ce sujet qui, en plus, nous concerne directement avec ZenChef, oui. On vous tiendra évidemment au courant dès que le gouvernement précise. Question de Stéphane. Quid du report d'1 an du début d'amortissement des PGE en cours tel qu'annoncé par le maire? Comme vous dites, c'est annoncé. Alors, petite précision, hein, je pense pas l'avoir précisé. Le dispositif PGE initialement devait s'arrêter au 31 décembre 2020. Il a été prolongé jusqu'au 30 juin 2021. Pareil, je pense que là, le gouvernement travaille sur l'ensemble de ces dispositifs pour les actualiser au vu de la crise sanitaire et du second confinement. Donc, j'allais dire réponse imminente. Merci. Alors, je vais reprendre le fil.
Pour les sociétés en redressement, quelles aides peut-on demander? Demande Daphné. Alors, le chômage partiel, vous y avez le droit. Et à mon sens, le fonds de solidarité, je pense que c'est éligible. Et sinon, bien évidemment, tout ce qui est prêt et tout ça, ça n'est pas ouvert. Merci. Question de Didier. J'ai dans mon capital social une société qui en détient 50%. Il semble que ce soit un obstacle à l'indemnisation au-delà des 1 500 euros. Que savez-vous à ce sujet? Oui, absolument. C'est-à-dire que si la société d'exploitation est détenue par une holding, alors après, il faut regarder dans quel pourcentage. C'est une condition c'est un refus, enfin c'est une des raisons de refus du fonds de solidarité. Là encore, le ministère a été questionné sur ce point et ils maintiennent leur refus. Voilà. Merci. Question de Gabriel. Est-ce que le chiffre d'affaires de la vente à emporter rentre en compte pour le fonds de solidarité? Oui, il rentre. Oui, il rentre en compte. Question de Virginie. On m'a parlé d'une aide familiale, entre parenthèses, dont pouvant être exonérée jusqu'à 100 000 euros pour investir dans le capital du restaurant jusqu'à juin 2021. Pour l'instant, pas la suite du message. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas de, comment dire. Il y a des annonces qui ont été faites, mais pour l'instant, tout ça, c'est pas encore appliqué. Donc, tous ces dispositifs-là sont pas encore effectifs. Juste, excuse-moi, Xavier, je me permets de couper parce que je relève un point sur le chat. Je pense effectivement qu'il y a eu une confusion. Pascal a dû intervertir sur la dernière question. Tu disais, Pascal, que le chiffre d'affaires de la vente à emporter, a priori, ne serait pas pris en compte pour le fonds de solidarité. C'est qu'il y avait des discussions en ce sens. Et ensuite, tu as dit l'inverse. Alors, je ne sais pas si… Non. Rectification, il n'est pas pris en compte pour le fonds de solidarité. Voilà. Désolé d'avoir coupé. Je voyais le chat. Non, mais t'as bien fait. On va pas avoir le temps de prendre toutes les questions, mais on va laisser encore peut-être 1 minute. Alors, je vois une question intéressante. Les experts comptables proposent-ils une renégociation de leurs honoraires au égard de peu d'activité? J'allais dire, bien sûr que oui. Alors, je parle en ce qui me concerne, ça me paraît logique, on est tous dans le même bateau. Et quand nous, on a moins de travail, le principe d'honnêteté fait qu'effectivement, on doit ajuster nos honoraires. Maintenant, il y a aussi tout le travail d'accompagnement à réaliser. Donc, en fait, c'est une discussion à avoir avec vos conseils d'une manière générale. Voilà. J'ai reçu un prêt PGE, mais je n'ai demandé que 15% de mon chiffre d'affaires. Puis-je demander le complément, à savoir que l'on pouvait demander jusqu'à 25%? Absolument, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Je vous invite d'ailleurs fortement à le faire. Voilà. Et vous pouvez demander en complément, le prêt du conseil régional, le prêt rebond, voilà, qui peut s'élever jusqu'à 50 000 euros en fonction de la taille de votre entreprise. On a une question d'Antoine. Mon SIE a refusé de m'accorder le fonds de solidarité au prétexte que j'étais redevable d'une dette qui datait de 2017. J'ai acquitté cette dette et demandé à bénéficier de l'aide. Le SIE m'a signifié que ma demande était désormais rejetée car hors délai. Ça se discute. Il faut aller les voir. Ce que je vous invite, c'est à prendre prendre rendez-vous, expliquer votre situation et il y a des chances que ça soit admis par le SIE. Voilà. La relation humaine est toujours importante, me semble-t-il. Voilà. On va prendre encore les dernières questions. Et pour ceux qui sont en SAS ou en SASU, salariés de mon entreprise, ai-je droit au chômage partiel? Alors attendez, vous n'êtes pas, si vous êtes président de SAS et SASU,
Vous n'êtes pas salarié de votre entreprise. Vous avez un statut équivalent à celui de salarié, mais vous n'êtes pas couvert par Pôle emploi. Donc, dès lors que vous n'êtes pas couvert par Pôle emploi, vous n'avez pas accès au chômage partiel. Très clair. Et question de Guillaume, est-ce que vous savez quand le décret sur les aides et leur fonctionnement va être publié? Écoutez, je voudrais bien, le plus tôt possible. De ce que je sais, c'est que ça devrait sortir fin de cette semaine. Ça avait été annoncé pour fin octobre, mais compte tenu de l'ampleur que ça prend avec ce reconfinement, ils sont en train de remettre l'ensemble des dispositifs en place. Donc, j'espère fin de cette semaine. Très bien. Et pour finir, question de Guillaume, que veut dire l'État dans le jusqu'à 10 000 euros? Ça va faire, justement, c'est ce qui va être précisé dans le décret d'application. Voilà. Merci beaucoup, Pascal, pour toutes vos réponses et ces éclaircissements. Et donc, on va laisser maintenant la parole à Baptiste sur le volet juridique, sur la renégociation des loyers. À toi, Baptiste. Merci beaucoup, Xavier. Alors, je dois bien dire que j'ai un sentiment un peu partagé, un peu ambigu aujourd'hui, parce que d'un côté, je suis très heureux de vous retrouver pour ceux qui se reconnectent pour la deuxième, troisième fois sur un webinaire que j'anime avec ZenChef, et particulièrement triste, en revanche, que ce soit dans ces conditions et pour parler à nouveau des conséquences qu'implique un reconfinement. Les choses ont bougé assez rapidement récemment. Quand on avait commencé avec Xavier à évoquer l'opportunité d'animer un deuxième webinaire sur les sujets juridiques, en particulier la question des loyers, on pensait que ce serait dans le cadre du couvre-feu. Et puis voilà, malheureusement, on se retrouve avec une fermeture totale. Alors le seul petit avantage dans la discussion qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que la situation est uniforme puisqu'on est tous logés, vous êtes tous logés à la même enseigne aujourd'hui avec l'obligation de fermeture du rideau. Voilà. Donc, bon, la seule chose qui a changé, moi, depuis les dernières interventions qu'on avait faites, mais on en parlera à la fin, c'est le nom du cabinet d'avocats, pour ceux qui ont pu voir ça, puisqu'on a ouvert ce cabinet Novelo, voilà, puisque la slide était fixée sur le nom. On peut avancer peut-être, Xavier, sur les slides de présentation. On peut aller directement dans le vif du sujet. Alors, la question qu'on va aborder aujourd'hui dans un premier temps, donc, c'est quels sont les arguments qu'on peut invoquer pour renégocier son bail commercial, notamment essayer d'obtenir de la part du bailleur une exonération du loyer, de toute ou partie du loyer pendant le confinement ou éventuellement une baisse du loyer. Donc, quel est le discours qu'il faut tenter de tenir auprès de son bailleur? Alors, il y a un premier point que j'ai eu l'occasion de rappeler dans plusieurs articles que j'ai publiés à ce sujet encore récemment, mais je pense qu'il faut absolument le marteler, il faut que les bailleurs finissent par entendre ce discours, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs ont intérêt, autant que leurs locataires, à essayer de trouver un accord, à essayer de trouver un arrangement. Et ça, il faut que les bailleurs l'entendent. Alors pourquoi? Mais pour un certain nombre de raisons. La première, c'est que un bailleur aujourd'hui qui ne tendrait pas la main à son locataire, qui refuserait de manière intransigeante de tenter de trouver un arrangement, s'expose naturellement à ce que son locataire, à défaut de trésorerie suffisante, soit contraint d'initier une procédure collective. Donc, soit de demander un redressement, soit dans le pire des cas, d'être placé en liquidation judiciaire. Et ça, il faut bien que les bailleurs comprennent que la manière dont les procédures collectives se déroulent font que le loyer se retrouverait complètement gelé. Les dettes locatives qui auraient pu être accumulées se retrouveraient gelées tout le temps de la procédure et il y a même très peu de chances qu'à la fin de la procédure, le bailleur puisse retrouver la dette locative, les arriérés locatifs qui auraient été accumulés. On le voit souvent dans les situations dans lesquelles les sociétés, les commerçants rentrent en liquidation judiciaire. Souvent, il y a un certain nombre de mois qui s'est écoulé entre l'ouverture de la procédure, le passage éventuellement par un redressement et ensuite, éventuellement, dans le pire des cas, en liquidation judiciaire. Et donc, pendant tout le temps de cette procédure, la dette locative augmente naturellement et en général, les bailleurs n'ont aucune chance ou très peu de chance du moins de retrouver cet arriéré locatif.
Donc, ne pas tendre la main à son locataire pendant une période de crise, c'est souvent faire une grave erreur stratégique de la part du bailleur. Et ça, c'est important de leur rappeler. Nous, on le rappelle systématiquement dans les négociations, du moins quand les discussions chauffent un petit peu. Il y a un intérêt commun pour le bailleur et le locataire à trouver un arrangement. Et je dirais aussi que c'est l'intérêt des bailleurs d'essayer de conserver des locataires avec le niveau de loyer qu'ils ont négocié avant la crise. Parce que ce qui est en train de se passer, ce qu'on voit poindre malheureusement, surtout avec le deuxième confinement, et on voit que cette crise est partie pour durer peut-être jusqu'à l'été, peut-être même plus, nous dit le président de la République, c'est qu'on va nécessairement avoir une vague importante de défaillance d'entreprises en 2021, surtout du côté des commerçants. Donc, on va avoir un phénomène de vacances locatives. D'accord ? Il y a des locaux qui vont se libérer. Évidemment, cette vacance locative va mécaniquement induire une baisse des valeurs locatives, puisqu'il y aura plus de locaux disponibles. Et cette baisse des valeurs locatives, qui est anticipée par la plupart des experts en immobilier, elle devrait se produire pour une autre raison. C'est tout simplement la baisse de trafic sur la zone de chalandise qui est induite par le confinement. Je m'explique, mais pour vous qui êtes restaurateur, je pense que c'est une réalité à laquelle vous êtes confrontés au quotidien. Prenons l'exemple d'un quartier touristique, Montmartre par exemple. J'ai pas mal de clients qui sont situés dans ce secteur-là. Ils sont les premiers à voir qu'aujourd'hui, la baisse de trafic, c'est-à-dire la baisse de personnes qui passent devant les boutiques, elle dure depuis maintenant pratiquement le mois de mars. Et elle est partie pour durer peut-être jusqu'en 2023-2024, disent les professionnels du tourisme. Pourquoi ? Parce que ce sont des quartiers donc touristiques qui vivent essentiellement de la présence notamment des touristes étrangers. Or, aujourd'hui, tous les spécialistes nous disent que même si on trouvait un vaccin cette année en 2021, le niveau de tourisme tel qu'on le connaissait avant la crise mettra probablement 2 ou 3 ans à retourner à la normale. Pourquoi ? Tout simplement parce que il y aura le temps des campagnes de vaccination. Mais la crise du coronavirus entraîne une crise économique dans pratiquement tous les pays riches, par exemple les États-Unis, l'Asie, et forcément ces touristes vont mettre longtemps à disposer à nouveau des ressources nécessaires pour payer un billet d'avion et venir dépenser de l'argent dans des villes comme Paris. Et donc, nécessairement, les quartiers touristiques vont être impactés sur le long terme, ce qui signifie qu'il risque d'y avoir une baisse de la valeur locative de ces quartiers. Si je prends maintenant les quartiers d'affaires, c'est pareil, on croyait que la baisse de fréquentation serait temporaire. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une baisse de fréquentation structurelle. Pourquoi ? Bien, parce que toutes les professions du tertiaire, par exemple les avocats, les assurances, toutes ces professions qui travaillent généralement depuis les grandes tours, vous savez qu'on voit dans des quartiers comme La Défense, comme ici les Moulineaux, etc. Ce sont des gens qui sont en train de s'habituer de manière pérenne au télétravail. On entend de plus en plus de reportages d'ailleurs à la radio, vous savez, sur les grandes tours vides. Il y en a eu encore la semaine dernière un sur France Info à Issy-les-Moulineaux, sur ces grandes tours qui sont désespérément vides, puisque les personnes qui travaillent dans ces quartiers restent à travailler depuis chez elles. Et donc, ceux qui ont des boutiques dans ces quartiers-là, notamment des restaurants, le voient bien. Ça implique nécessairement une baisse de fréquentation. C'est-à-dire que même avant le confinement, le reconfinement, le couvre-feu, dans ces quartiers d'affaires, on avait moins de trafic devant les boutiques. Et ça, nécessairement, ça va avoir un impact sur les valeurs locatives. C'est qu'aujourd'hui, si vous prenez un local vide à La Défense ou à Issy-les-Moulineaux, vous ne négocieriez pas le montant du loyer de la même manière, parce que nécessairement, le trafic de la zone de chalandise a été nettement dégradé. Il faudra probablement quelques années avant qu'on retrouve un niveau de trafic et probablement d'ailleurs que ce sera d'autant plus long qu'il faudra convertir une partie de ces quartiers qui étaient des quartiers 100% affaires en des quartiers en partie résidentiels. Parce que ce que nous disent aujourd'hui les spécialistes, et de toute façon on le voit nous surtout dans les professions du tertiaire, c'est que le télétravail va rentrer dans les mœurs. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui vont dire, même après le coronavirus, écoutez, moi, finalement, je peux travailler depuis chez moi, et puis j'ai décidé d'emménager plus loin, je préfère habiter en dehors de la région parisienne, en Normandie, que sais-je, et de revenir à Paris, par exemple, 1 ou 2 fois par semaine pour travailler en présentiel. Et donc, ces gens-là, quand le télétravail sera rentré dans les mœurs de manière définitive, et c'est ce qui a apparié malheureusement sur les années à venir, malheureusement pour les commerçants de ces quartiers d'affaires, il va y avoir une baisse de fréquentation de manière structurelle dans ces quartiers. Et donc, une baisse de la valeur locative.
Et puis, troisième point, on va prendre un troisième type de quartier, ce sont les quartiers résidentiels. Les quartiers, par exemple, un peu bobos qu'on appelle à Paris, vous voyez, typiquement 19e, 10e arrondissement, des quartiers où il y a surtout une fréquentation de gens qui vivent et qui vont donc au restaurant dans ces quartiers le soir avec leurs amis, etc., pour boire un verre. Bon. Mais ces quartiers sont, alors peut-être qu'ils tirent un petit peu leur épingle du jeu parce qu'ils vivent moins du tourisme, ils vivent moins de la population d'affaires, parce qu'il y a moins de bureaux dans ces quartiers-là, mais ils sont également impactés par la crise, parce que la crise, c'est avant tout une crise économique qui impacte le portefeuille de la plupart des Français, et donc nécessairement, quand on a peur pour son emploi, quand on a peur pour son avenir, on est moins enclin à aller consommer au restaurant, dans les boutiques. Et donc, vous voyez, cette petite présentation un petit peu pessimiste pour vous dire que malheureusement, trois types de quartiers, c'est-à-dire les quartiers résidentiels, les quartiers touristiques et les quartiers d'affaires, vont être impactés durablement par la crise qu'on est en train de vivre. Et donc, cet impact durable va entraîner une baisse de la valeur locative. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, évidemment, c'est encore un argument à avancer auprès du bailleur aujourd'hui qui refuserait de négocier au moins un abandon temporaire du loyer, c'est de lui dire, mais en fait, quel est votre intérêt? Parce que là, si vous continuez à avoir une position intransigeante avec moi, je risque de rentrer en procédure collective, je risque même de disparaître, mon local va devenir vide et il y a très peu de chances que vous retrouviez demain un locataire et surtout un locataire capable de payer le niveau de loyer qu'on connaissait avant la crise. Et donc, dans le fond, aujourd'hui, pour le bailleur, conserver son locataire, c'est aussi conserver un locataire avec un niveau de loyer qui avait été fixé, négocié avant la crise, et donc ça peut être une opération intéressante pour le bailleur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un argument de négociation important sur le plan économique à rappeler au bailleur en disant, on traverse la crise ensemble, on est impacté ensemble, nous, bailleurs et locataires, de la même manière par cette crise, et en réalité, on a un intérêt commun à trouver un arrangement aujourd'hui sur le loyer, moi exploitant parce que vous me permettez de rester dans la durée dans le local, et vous, bailleurs, parce que, vous avez la certitude de garder votre locataire si vous faites un effort, 2, vous le gardez avec un niveau de loyer qui a été négocié avant la crise. Et 3, même s'il y a eu des baisses des abandons temporaires, la dette locative, elle va pas durer des mois et des mois parce que quand il y aura une reprise d'activité, je serai à nouveau capable de payer mon loyer. Là où si je rentre en procédure collective, cet arriéré, pour des raisons liées à la procédure, vous allez peut-être malheureusement devoir le subir pendant des mois et des mois. Voilà, ça c'est le premier point, rappeler au bailleur que vaut mieux trouver un accord gagnant-gagnant que rester dans une position intransigeante qui s'avérerait une impasse et qui serait perdant-perdant. Alors, ensuite, autre argument à invoquer auprès des bailleurs pour tenter de les motiver, de les inciter à trouver des arrangements dans le cadre de vos négociations, c'est bien évidemment le dispositif fiscal incitatif qui a été annoncé par M. Bruno Le Maire lors de sa dernière intervention. Alors, bon, il n'est pas encore en vigueur, mais il devrait être en vigueur de manière rétroactive depuis le premier jour du confinement. L'idée, c'est que l'État consent à accorder un crédit d'impôt de 30% du montant de l'exonération de loyer qui serait alloué, accordé par le bailleur à son locataire, à condition que, du moins c'est ce que nous a dit M. Bruno Le Maire, s'il s'agisse d'un mois plein. D'ailleurs, je pense que cette condition est assez intéressante parce que c'est en ça qu'elle va être incitative pour les bailleurs. Donc l'idée, c'est de dire, si vous m'exonérez un mois de loyer, en réalité, vous avez 30% de crédit d'impôt, ce qui diminue très très nettement la perte de revenus que vous subissez en accordant ces exonérations de loyer. Alors, je précise que l'État ne pourra de toute façon fonctionner qu'avec des dispositifs incitatifs et ne pourra a priori jamais contraindre les bailleurs à abandonner des loyers. C'est important parce que c'est vrai que souvent on entend des exploitants dire mais pourquoi est-ce que l'État ne contraint pas les bailleurs tout simplement à ne pas toucher leur loyer. Il faut bien comprendre, je sais que c'est compliqué à accepter, mais le bail commercial c'est avant tout un contrat de droit privé et l'État n'a pas le pouvoir institutionnel de s'immiscer dans une relation de droit privé. C'est la raison pour laquelle on ne pourra avoir que des dispositifs incitatifs et souvent le porte-monnaie, donc le dispositif fiscal, c'est le plus incitatif, mais contraindre des bailleurs à abandonner les loyers, c'est compliqué, ça ne peut être que sur la voie de négociation. Alors je sais que c'est un tour un petit peu déceptif parce qu'il y a des bailleurs qui sont intransigeants, mais malheureusement, pour des raisons qui tiennent à l'organisation du droit et de la hiérarchie des pouvoirs, l'État ne pourra pas rentrer et s'immiscer dans une relation de droit privé. Alors, autre
Autre argument qu'on peut invoquer auprès du bailleur, nous, c'est des arguments qu'on a invoqués régulièrement et qui souvent permettent j'allais dire, de faire bouger les lignes et de permettre de convaincre les bailleurs. C'est ce qu'on appelle les clauses de retour à meilleure fortune. Alors c'est pareil, j'ai eu l'occasion de publier plusieurs articles à ce sujet pour expliquer ce qu'est une clause de retour à meilleure fortune. D'ailleurs, j'en parle également sur le blog ZenChef, sur l'article qu'on avait publié en préparation de cette présentation. Alors, l'idée c'est quoi? C'est une clause qui prévoit que le bailleur accepte d'abandonner une partie du loyer à un instant T, d'accord? Par exemple, pendant la période du confinement ou pendant la période du couvre-feu, d'accord? Mais l'idée, c'est de dire au bailleur, voilà, vous n'abandonnez peut-être pas définitivement cette créance. Et ce que je vous propose, c'est que quand il y aura ce qu'on appelle un retour à meilleure fortune, c'est-à-dire quand mon activité va redémarrer de manière significative et que j'aurai à nouveau du chiffre d'affaires, je vous propose de vous restituer cette créance de loyer, et ce, de manière échelonnée. Donc, il y a plusieurs manières de négocier ces clauses, mais la mécanique générale de la clause, c'est ça, c'est de dire abandonner une partie du loyer aujourd'hui, accepter de ne pas le toucher aujourd'hui, mais moi, je m'engage, si la situation économique me permet à nouveau, si j'ai une réouverture de mon restaurant et si j'ai une augmentation significative du chiffre d'affaires, à vous restituer une partie, toute ou partie des loyers que vous aurez accepté d'abandonner à un instant T. C'est souvent plus facile de convaincre quelqu'un d'accepter de renoncer à une créance si cette personne se dit peut-être que j'ai une chance de récupérer cette créance abandonnée dans le futur. Voilà, ces clauses de retour à meilleure fortune, vraiment, on a pu débloquer beaucoup de négociations qui étaient dans l'impasse en proposant ce type de deal aux bailleurs. Alors, quatrième point, c'est ce que j'ai appelé des solutions originales. Alors, c'est plus difficile de négocier ce type de clause, mais je tenais quand même à vous indiquer qu'on l'a vu passer sur certaines négociations. Il y a deux choses qu'on a vu passer dans des négociations et qui ont pu parfois débloquer des deals, et y compris sur des gros groupes de restauration et des groupes hôteliers. Alors, il y a une première solution un petit peu originale qu'on a pu retrouver, c'est de convertir une partie de la dette locative en capital. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, voilà, on va vous associer pleinement au capital, à l'entreprise, à l'aventure entrepreneuriale. Vous avez aujourd'hui une dette locative, et on va vous proposer de la convertir en titre. C'est-à-dire que vous allez devenir un de nos partenaires, un de nos associés. Alors, c'est des solutions qu'on a pu voir mises en œuvre pour des grands groupes, notamment hôteliers ou de restauration, qui avaient accumulé beaucoup de dettes locatives pendant le confinement. Et certains bailleurs se sont dit, c'est l'occasion pour nous, puisqu'on est contraint d'abandonner une partie significative de nos créances sur plusieurs établissements. Il y a des groupes parfois qui ont des centaines de locaux, donc ça représente beaucoup d'argent pour le bailleur. Et donc, le bailleur a pu avoir un intérêt dans ces cas-là à rentrer au capital. Et donc, il abandonne définitivement sa dette locative, et en contrepartie, quand il y aura une reprise d'activité, puisqu'il est pleinement associé à l'entreprise, il bénéficiera aussi en qualité d'associé de cette reprise. C'est la même idée en fait, ce type de deal, c'est d'essayer de dire on est ensemble dans cette crise, aujourd'hui on fait des efforts ensemble, et demain s'il y a une reprise d'activité, on pourra en bénéficier ensemble et on devient véritablement partenaire. C'est essayer de créer une convergence de valeurs et d'intérêts entre bailleurs et locataires. Alors, dernière solution très originale que j'ai pu voir proposer c'est pareil, c'est un gros groupe hôtelier qui avait un problème de dette locative très, très important. Et alors, je vous le dis parce que c'est une solution qu'on n'aurait jamais imaginée par le passé, mais vous voyez, avec le coronavirus, il y a beaucoup de choses originales qui sont en train de se passer dans les négociations. C'est dans un groupe hôtelier de luxe, et le bailleur a proposé, il a dit, voilà, pour vous donner un peu les montants, pour vous voir un peu ce que ça représentait, il y avait 3 millions de dettes locatives. Et le bailleur a dit, écoutez, j'abandonne 1,5 million, donc j'accepte de m'asseoir sur 1,5 million, on n'en revient pas dessus, et pour les 1,5 million restants, je vous demande de le convertir en avantage en nature. Donc le bailleur avait une grande famille, c'est des personnes assez riches, voilà, c'est familial très très riches. Ils ont dit, nous on est clients régulièrement d'hôtels de luxe, et ce qu'on aimerait, c'est que dans votre groupe hôtelier, on bénéficie d'1,5 million d'avantages pour toute la famille, pour pouvoir fréquenter les hôtels, fréquenter les tables, etc. C'est une solution qu'on n'aurait jamais imaginée par le passé. On en a discuté avec l'administrateur judiciaire qui était en charge de la restructuration du groupe.
Et alors, en fait, alors voilà, j'attendais la réaction avantage en nature et URSAF, etc. La solution est particulièrement originale. Elle pose un certain nombre de problèmes juridiques sur le plan fiscal et social. C'est comment est-ce qu'on traite des produits encaissés d'avance, hein, puisque ça serait l'idée, et comment est-ce qu'on traite cette conversion d'avantage en nature en termes de TVA. Et voilà, donc ça, c'est des questions qui sont évidemment à réfléchir. Ce n'est pas forcément des solutions qui sont envisageables dans tous les cas de figure. Vous voyez, les deux dernières solutions, conversion de la dette locative et en capital et avantage en nature, c'est des solutions, je voulais vous en parler parce qu'elles sont originales, parce qu'on a pu les voir proposées, mais c'était plutôt des solutions qui étaient dans de gros groupes. Et évidemment, il y a des questions très importantes sur le plan fiscal, notamment le traitement de la TVA qui se pose, mais ça, ce n'est pas de mon ressort, ce serait plutôt à M. Lévy éventuellement d'être saisi sur ce type de questions, sur son traitement au bilan. Et ça pose aussi un problème d'ordre pénal, hein, mais à suivre. Voilà. C'est en tous les cas, c'est un point extrêmement nouveau. Voilà. Encore une fois, je vous invite à prendre ces deux dernières solutions de manière avec beaucoup de distance. Elles sont pas forcément adaptées à des petits exploitants, mais je voulais vous en parler parce qu'on a eu cette discussion très longue avec l'administrateur judiciaire et on se disait c'est quand même fou parce que cette crise nous amène à penser à des alternatives qu'on n'aurait jamais imaginées par le passé. Et ça pose évidemment des questions nouvelles. Voilà, donc en tous les cas, j'ai fait le tour là, des arguments qu'on peut avancer pour la renégociation du bail commercial. Il y en a peut-être d'autres auxquels on pourrait penser. Nous, c'est ceux qu'on a invoqués, du moins les trois premiers, de manière assez régulière pour essayer de débloquer des situations. Je voudrais maintenant aborder, c'est la slide suivante. Peut-être, Baptiste, il y a juste un tout petit point sur le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt est ouvert des 30%, est ouvert dès lors que le bailleur consent au minimum une réduction de loyer d'un mois, mais elle couvre l'ensemble de son abandon. C'est-à-dire que le minimum nécessaire, c'est un mois d'abandon, mais elle couvre l'ensemble de son abandon, à savoir s'il abandonne 2 mois ou 3 mois, le calcul de crédit d'impôt se calcule sur la somme totale abandonnée. Très juste, oui, effectivement. Merci pour cette précision. C'est pareil, on apportera des précisions en temps réel sur le blog ZenChef quand on aura la loi de finances rectificative sur cette histoire de crédit d'impôt, sur les précisions qui sont apportées. Mais merci beaucoup Pascal pour ce point. Oui. Alors, dans un deuxième temps, parce que là, je vous parlais de tous les arguments qu'on peut tenter d'invoquer pour essayer de motiver les bailleurs, de les inciter à consentir des exonérations de loyer, mais évidemment, il faut se poser la question, quid si le bailleur reste intransigeant et refuse de négocier le bail commercial, qu'est-ce qui s'offre à nous? Alors, il y a un premier point qui peut être intéressant dans un certain nombre de cas de figure, à condition qu'on soit éligible, je vais y revenir, c'est la conciliation. La conciliation, c'est une procédure un petit peu spécifique qui a pour but d'aider l'entreprise à négocier ses dettes quand elle fait face à des difficultés. Donc, c'est une procédure qui est ouverte dans le Code de commerce lorsqu'on n'est pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Donc, ça sous-entend qu'on ait des difficultés financières, mais qu'on ne soit pas… peut-être qu'on est en état de cessation des paiements, mais pas depuis trop longtemps. Hein, moins de 45 jours, nous dit le Code de commerce. Donc, voilà, on n'est pas… on n'a pas faire l'objet directement d'une procédure collective, on a encore d'autres possibilités. Et donc, le Code de commerce prévoit que dans ces cas-là, on va aller voir le président du tribunal de commerce, on va déposer une requête et on va lui demander de désigner un conciliateur et qui aura pour mission de négocier, d'aider l'entreprise à négocier avec ses principaux créanciers et donc notamment, généralement, le bailleur. Il peut y en avoir d'autres, bien évidemment, on peut également d'ailleurs négocier avec les créanciers sociaux. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir une négociation. Et la personne qui est désignée en général par le tribunal pour mener à bien cette conciliation, c'est un administrateur judiciaire. Donc, la plupart du temps, vous allez déposer cette demande, cette requête avec votre avocat qui va vous dire écoutez, on ferait bien de travailler avec tel ou tel administrateur parce que je le connais, il est connu dans le domaine de la restauration, il a une certaine toile, il est bon dans les négociations. Et donc, l'administrateur judiciaire, il va avoir pour but d'aller négocier de manière confidentielle avec les créanciers et donc notamment le bailleur. Alors, pourquoi souvent ça s'avère efficace quand on n'a pas pu négocier autrement? Tout simplement parce que l'administrateur judiciaire,
c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a un certain poids, parce que notamment, il a tous les leviers des procédures collectives. Et donc, il a souvent cette autorité suffisante pour pouvoir dire aux créanciers, notamment aux bailleurs, écoutez, nous aujourd'hui, on vous propose une possibilité, une situation qui permet à l'administré, à l'entreprise de pouvoir s'en sortir, mais si vous ne faites pas un pas vers nous, si vous ne nous aidez pas, si vous ne rentrez pas en voie de négociation, eh bien, on n'aura pas d'autre solution que d'ouvrir une procédure collective. Et dans le cadre de cette procédure collective, eh bien, l'arriéré locatif, il va se retrouver gelé le temps de la procédure. Et là, ce n'est pas dit que vous puissiez le récupérer. Voire, si l'administré devait tomber en liquidation judiciaire, eh bien, encore une fois, le temps de la procédure, vous ne toucherez pas probablement ces arriérés locatifs et il serait peut-être perdu de manière définitive. Voilà. Alors, il y a d'autres arguments, mais l'idée, c'est qu'on a en face de nous, quand on a un administrateur judiciaire, un professionnel du droit qui a cette autorité parce qu'il a tous les leviers des procédures collectives et généralement, les négociations qui sont menées dans le cadre des conciliations sont des négociations assez énergiques sous la protection du tribunal et qui peuvent nous permettre d'obtenir davantage de résultats que quand on négocie simplement directement avec son bailleur par mail ou par petite lettre. Voilà, donc ça c'est pour donner plus de poids à la négociation. Et puis, qu'est-ce qui se passe si jamais toutes ces négociations finalement n'aboutissent pas et qu'on se retrouve en procédure avec le bailleur? Alors ça, c'est quelque chose que malheureusement, on voit se produire assez couramment, c'est qu'on se retrouve avec des bailleurs qui délivrent, vous avez peut-être malheureusement vécu ce type d'expérience, qui vous délivrent un commandement de payer. Et puis, un mois après, si on n'a pas trouvé de solution, ils vous délivrent une assignation à comparaître. En général, c'est une assignation à comparaître en référé devant le tribunal judiciaire compétent, de là où est situé votre fonds de commerce, et le bailleur dit, voilà, j'ai pas été payé, donc je demande l'acquisition de la clause résolutoire. Vous savez, c'est cette fameuse clause dans le bail qui prévoit que si je ne respecte pas tous les termes du bail, eh bien, le bail sera résolu et donc je risque d'être expulsé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Alors, ce que je rappelle systématiquement à nos clients quand ils viennent nous voir avec ce type de procédure, la première chose, c'est de ne pas paniquer. J'ai parfois des clients qui viennent me voir, parfois même en larmes, en me disant « j'ai reçu mon commandement, je vais être expulsé demain, j'ai fait tellement d'investissements, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre mon entreprise. » Il ne faut pas paniquer. Ceux qui l'ont vécu le savent, on se sort régulièrement de ces procédures devant le tribunal judiciaire. Alors, il y a plusieurs manières. D'abord, le commandement de payer, on peut l'attaquer, on peut attaquer sa régularité. Alors, il y avait une époque où c'était assez rare de le faire, on l'a fait beaucoup suite à la première vague de confinement. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ceux qui sont dans ce type de cas de figure, ça peut vous donner des idées procédurales intéressantes. On a parfois des bailleurs qui se sont retrouvés avec de la dette locative qui concerne, vous le savez, la période de confinement numéro 1, on avait des ordonnances qui prévoyait qu'on ne pouvait pas demander l'acquisition de la clause résolutoire et on ne pouvait pas faire de sanctions s'il y avait un impayé locatif. C'est la fameuse période qui allait du mois de mars jusqu'à 2 mois après l'état d'urgence. Malheureusement, un grand nombre d'exploitants sont concernés puisqu'ils ont souvent accumulé des dettes locatives sur la période du premier confinement. Et donc, ces gens-là se sont retrouvés souvent à recevoir un commandement de payer, ce qui est assez désagréable. Commandement de payer, on leur dit, voilà, vous avez accumulé de la dette locative et notamment, il y a cette dette-là pendant la période du premier confinement. Merci de nous payer, à défaut de quoi, acquisition de la clause résolutoire. Alors, ces commandements de payer, on les a attaqués systématiquement. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a saisi le tribunal judiciaire, au fond, en demandant la nullité du commandement de payer, en disant, attendez, ce commandement est nul parce qu'il vise la clause résolutoire, donc une sanction, alors même que la période juridiquement protégée, donc la période, vous savez, du premier confinement numéro 1, prévoyait bien que s'il y avait de l'impayé, je ne pouvais pas demander de sanction. Et donc, le bailleur a été au-delà de ses prérogatives en me délivrant ce commandement de payer, et ce commandement de payer est nul. Et donc, on a fait des procédures d'anticipation où on a attaqué le bailleur en nullité du commandement de payer. Et alors, vous me direz, oui, mais à quoi ça sert de faire ça puisqu'il y a de la dette? En fait, ça sert à gagner beaucoup de temps. C'est un peu technique ce que je raconte, mais en fait, si vous saisissez le tribunal judiciaire d'une demande au fond en nullité du commandement, vous empêchez le bailleur de pouvoir faire une demande en référé. Parce que le juge est déjà saisi au fond, et donc le bailleur ne peut plus le saisir en référé. Et vous savez que le référé, c'est une procédure rapide, la procédure au fond, c'est une procédure lente. Et donc l'idée, c'est d'entraîner le bailleur avec soi, comme ça, comme si on tirait un peu la couette comme ça, on l'entraîne avec soi dans une procédure au fond qui est une procédure longue, très longue même dans certains cas.
simplement parce qu'il a mal délivré son commandement au départ. Donc ça, déjà, c'est une stratégie procédurale qu'on a mise en place dans un certain nombre de cas qui consiste à contre-attaquer immédiatement quand le commandement de payer visant la clause révolutoire vide des loyers qui concernait la période juridiquement protégée du confinement numéro 1. Voilà, petite stratégie qui est très, très efficace et qui permet de contre-attaquer en gagnant du temps. Alors, deuxième point, pour ceux qui ont vécu des procédures de référé, vous le savez, c'est une procédure rapide, mais enfin, il faut quand même nuancer la rapidité de ces procédures. C'est une procédure tribunal judiciaire et en général, les tribunaux sont assez encombrés. Et donc, en général, vous avez 3 mois à peu près, voire 4 mois parfois avant l'audience de plaidoirie. Donc, petite technique toute simple, déjà, c'est d'aller demander sur la première audience un renvoi. Il est accordé presque systématiquement. Et moi, je l'ai eu sur pas mal de dossiers. Si vous arrangez pour demander un renvoi lors de la première audience de référé, et bien souvent, l'affaire est renvoyée 4, 5, parfois 6 mois plus tard. Et donc, c'est autant de mois que vous avez gagné sur le plan de la procédure. Et quand on arrive au bout de ce processus, donc qui consiste déjà à gagner du temps sur le plan procédural, rappelez-vous, c'est très très important à avoir en tête, on peut demander au magistrat des délais pour payer la dette locative. Le délai maximal, c'est 2 ans. Je tiens à le rappeler, j'ai une grande expérience de ces procédures, on a beaucoup de clients dans ce cas de figure. En ce moment, les juges accordent presque systématiquement le délai de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont sensibles, alors c'est notre métier en qualité d'avocat de l'exploitant d'aller plaider évidemment, mais ils sont souvent sensibles à la situation que vous vivez en ce moment et donc prêts à accorder des délais importants. Donc, il faut aller demander ces 2 ans de maximum. Et donc, vous voyez, si vous faites ce petit calcul, si vous avez un peu de stratégie procédurale dans la manière de mener votre procédure, voire que vous êtes capable même de renvoyer la procédure au fond, et que derrière, quand vous arrivez à plaider, vous allez demander vos 2 ans, vous voyez que par tous ces mécanismes, on est capable de faire traîner au maximum la procédure et à la fin des fins d'obtenir un échéancier qui peut être intéressant. Donc, ne paniquez pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une procédure judiciaire que vous êtes expulsé le lendemain, loin s'en faut. Troisième point qui peut d'ailleurs permettre d'allonger un petit peu ces procédures et voire même de trouver un accord en cours de procédure, c'est la médiation judiciaire. En fait, quand vous êtes assigné en référé, vous avez la possibilité, votre avocat peut demander au juge, lors de la première audience de référé, dire au juge, écoutez, je pense qu'un accord peut être trouvé, je demande la désignation d'un médiateur judiciaire. Alors, le bailleur peut s'y opposer, mais souvent, il ne le fait pas parce qu'il se dit « Ah, je vais être mal vu par le magistrat si je commence à ne pas montrer que je suis prêt à discuter. » D'accord? Donc, demander un médiateur judiciaire, c'est souvent intéressant. Bon, il y a une petite stratégie procédurale derrière, c'est que ça vous fait gagner du temps, parce que le juge va renvoyer plus facilement votre audience. Si jamais il désigne un médiateur entre-temps, le médiateur peut demander 3 mois, donc vous pouvez avoir jusqu'à 6 mois de médiation. Et puis, il faut bien reconnaître, on a pas mal d'expérience de ces procédures, que généralement, le médiateur est un petit peu comme le conciliateur dont vous avez parlé devant le tribunal de commerce. Le médiateur qui est désigné par le tribunal judiciaire, souvent, permet d'arriver à un accord équilibré entre le bailleur et le locataire. Alors, souvent, si on a une procédure qui a été initiée, c'est qu'il y a eu un défaut de communication, les deux parties n'ont plus réussi à s'entendre, et le médiateur, parfois, a cette facilité de permettre aux deux parties de se reparler de nouveau, surtout quand les parties sont entourées de leur avocat pendant la médiation. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel les juges sont sensibles et qui peut vous permettre de passer ces procédures et voire d'arriver à un accord qui permet de ne pas aller jusqu'à l'étape du jugement. Quatrième point, j'avais eu l'occasion d'en parler dans un webinaire d'NCF, c'est les procédures collectives. Alors, je ne vous souhaite pas d'en passer par là, c'est usant sur le plan psychologique, c'est coûteux pour l'entreprise, ceux qui l'ont vécu le savent. Ceci étant, les procédures collectives, le redressement judiciaire, il y a le mot redressement, hein, c'est à redresser, permet dans un certain nombre de cas à l'entreprise de se relever. Alors comment? Tout simplement parce qu'on va pouvoir, dans le cadre du plan de redressement qui sera présenté par son conseil après la période d'observation de 6 mois, on va pouvoir apurer la dette qu'on aura accumulée jusqu'à 10 ans. Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien les procédures collectives qu'à l'ouverture, il y a ce qu'on appelle une période d'observation. C'est-à-dire quand le tribunal prononce l'ouverture de la procédure collective, il vous dit pendant 6 mois, je gèle toutes les dettes qui ont été accumulées, y compris la dette locative, donc elle n'est plus due, donc le bailleur ne peut plus demander l'acquisition de la clause révolutoire en arguant de ces dettes locatives, d'accord? Donc on est mis dans une forme de bulle de protection comme ça, qui va durer 6 mois. Et 6 mois, aujourd'hui, on sait, à l'échelle de ce qu'on est en train de vivre, que c'est beaucoup.
Là, en l'espace de 3 semaines, on a quand même vécu un couvre-feu, puis finalement un confinement, puis peut-être une sortie de confinement début décembre. Donc 6 mois, c'est des pertes de temps qui peuvent être assez stratégiques aujourd'hui pour un exploitant, un commerçant. Donc pendant 6 mois, on est placé sous cette bulle de protection. Et à l'issue de ces 6 mois, si le juge considère, l'administrateur judiciaire considère que l'entreprise a des perspectives de redressement parce qu'elle a des difficultés qui étaient liées à une conjoncture spécifique, par exemple les confinements, les vagues de confinement successives, mais qu'en réalité c'est une entreprise qui est saine sur le plan économique, qui peut générer du chiffre d'affaires, eh bien alors on va avoir un plan de redressement. Ces dettes locatives qu'on avait accumulées, on va les étaler sur 10 ans. Donc vous voyez, ça peut vous permettre de vous en sortir si c'est de la dette qui a été cumulée pendant la période de confinement. Et donc, vous allez vous sortir de cette procédure de redressement, j'allais dire, par le haut. Alors, n'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne sont pas en état de cessation des paiements, j'avais eu l'occasion d'en parler, il y a la procédure de sauvegarde judiciaire qui peut être plus souple, à condition donc de ne pas être en état de cessation des paiements. À l'époque, j'en avais parlé parce qu'il y avait une tolérance, vous savez, c'était toutes les ordonnances Macron qui avaient adapté un petit peu le droit, le temps de la période du confinement. Et donc, on avait la possibilité, même si on était en état de cessation des paiements, de demander une procédure de sauvegarde. Aujourd'hui, c'est plus le cas, du moins pour le moment. On verra s'il y a d'autres adaptations du droit des procédures collectives. Mais rappelez-vous que plus tôt vous anticipez vos difficultés, plus vous avez de possibilités d'options devant le tribunal, la conciliation dont j'ai déjà parlé, la sauvegarde judiciaire dont j'ai déjà parlé. Donc voilà, levier des procédures collectives, très intéressant sur le plan stratégique, sur le plan procédural, on peut arriver à sortir la tête de l'eau par le biais de ces procédures. Merci beaucoup Xavier, si on peut passer peut-être à la dernière slide. Alors, les derniers conseils que je voulais vous donner aujourd'hui pour cette période difficile dans laquelle on rentre. Alors d'abord, un petit point, ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais un petit point quand même, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées sur ce point, la question des assurances. Alors c'est difficile de faire des réponses globale et systématique sur ce type de sujet parce que évidemment vous avez tous des contrats d'assurance différents et donc quand on me demande est-ce que je peux obtenir une indemnisation pour mes pertes d'exploitation, je renvoie bien souvent au contrat d'assurance de chacun. Alors il y a 3 cas de figure en définitive si on synthétise la question des assurances. Premier cas, ceux pour lesquels, j'allais dire un peu les chanceux parmi vous, qui ont des contrats d'assurance qui couvrent de manière explicite et sans discussion possible les pertes d'exploitation liées à une fermeture administrative sans conditions spécifiques. Hein, vous avez certains contrats qui le disent, voilà, les pertes d'exploitation sont couvertes, fermeture administrative. C'est pas le cas de beaucoup de contrats, mais il y en a sur lesquels il n'y a plus de discussion possible aujourd'hui. Je pense en particulier au contrat d'AXA avec le courtier Syntec, pour ceux qui l'ont. Ce contrat, aujourd'hui, on a des dossiers, nous, qui sont suivis en procédure devant le tribunal avec ce type de contrat. Il y a des négociations systématiques pour ce contrat, des négociations amiables, c'est-à-dire que l'assurance couvre ces pertes d'exploitation. Alors, on a perdu… Xavier, est-ce que c'est moi qui t'ai sorti ou c'est toi? Je sais pas, mais c'est pas grave, je suis de retour. Ok, tout le monde a entendu ce que je disais sur les contrats d'assurance, sur la première partie? Bon, parfait. Merci Serena. Donc je vous disais, il y a les contrats d'assurance qui ne souffrent pas d'ambiguïté et sur lesquels on sait qu'aujourd'hui, ils couvrent les pertes d'exploitation. Donc nécessairement, ces contrats, ceux qui couvraient les pertes d'exploitation confinement 1, auront vocation à s'appliquer pour le confinement 2. C'est assez logique. Il y a ensuite les contrats pour lesquels, c'est le cas malheureux, dans lesquels, a priori, le contrat ne couvre pas les pertes d'exploitation. Dans ces contrats-là, forcément, si vous avez été exclu de la réparation confinement 1, vous l'êtes en confinement 2. Hein, ça s'y explique cela. Et puis, il y a tous les contrats un petit peu ambigus et qui font l'objet aujourd'hui de procédures judiciaires au fond. Je donne cet exemple, mais il y en a d'autres. Je pense en particulier, vous savez, c'est un contrat, alors je ne vais pas donner le nom de l'assurance, mais peut-être ceux qui l'ont se reconnaîtront forcément. C'est ce contrat que je trouve assez extraordinaire, qui vous dit que les pertes d'exploitation sont couvertes en cas d'épidémie, sauf s'il y a 2 restaurants qui sont fermés dans le même département. Alors celui-là, typiquement, c'est un contrat qui fait l'objet de beaucoup de procédures aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les avocats qui défendent les exploitants disent « Mais attendez, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. C'est une épidémie ou ça n'en est pas une. Si c'est une épidémie, par définition, ça s'applique à plus d'un restaurant dans le même département.
D'accord? C'est la discussion. Alors, côté assureur, les avocats nous répondent pas du tout. Il y a l'épidémie de gastro-entérite qui est un très bon exemple où je peux avoir un seul établissement qui serait fermé sur le département. Mais il y a une vraie bataille juridique qui est menée sur un certain nombre de contrats dans lesquels les avocats côté exploitant disent bah, écoutez, vos clauses, vous pensez, vous, assurance, qu'elles ne s'appliquent pas ou qu'elles vous exonèrent du droit à la réparation, mais nous, avocats côté exploitant, on considère que ces clauses, elles s'appliquent. Et donc, bah, vous vous reconnaîtrez si parmi vous, il y en a qui sont en procédure. Quand c'est le cas, quand vous avez des contrats qui sont actuellement en cours d'expertise judiciaire, c'est-à-dire dans lesquels on attend un jugement au fond pour savoir si le contrat couvre ou pas les pertes d'exploitation, bah, j'ai envie de vous dire, il faut simplement actualiser votre demande. Vous aviez des pertes d'exploitation au confinement 1, vous allez actualiser votre demande en cours de procédure si elle n'est pas encore terminée pour inclure les pertes d'exploitation du confinement 2. Voilà, c'est aussi bête que ça. Dernier point, c'est la question de la vente à emporter. Alors, Xavier vous en a reparlé en introduction parce qu'ils mettent en place des formules pour vous aider à mettre en place la vente à emporter. Moi, je voulais juste m'y intéresser sur le plan juridique pour vous rappeler deux petites choses. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur un autre webinaire, mais premier point. En principe, si on faisait de l'orthodoxie juridique, la vente à emporter, elle est censée avoir été autorisée par le bailleur. Moi, quand je rédige un bail commercial, je suis côté exploitant, j'indique toujours qu'on inclut la vente à emporter dans les activités autorisées dans la destination. Et aujourd'hui, dans l'ère du click and collect, je demande de manière systématique au bailleur. Je dis c'est une condition absolument sine qua non pour l'exploitant qui signe un bail chez vous. Quand vous ne l'avez pas, encore une fois, si on fait de l'orthodoxie juridique dans période normale, en principe, il faut faire une demande de déspécialisation auprès du bailleur. On a de la jurisprudence, c'est de la jurisprudence assez ancienne parce qu'elle a quand même 8 ou 9 ans, de 2010, qui nous dit que, en principe, c'est pas parce que vous avez une activité bar-restauration que ça inclut la vente à emporter et donc il faut faire une demande de déspécialisation partielle. Ceci étant dit, le gouvernement a autorisé et encourage en ce moment la mise en place de la vente à emporter et du click and collect. Et j'irai même plus loin, le gouvernement a dit qu'il y aurait des aides pour aider les entreprises à se numériser. On voit que c'est vraiment dans l'air du temps. Ça implique deux choses à mon sens. La première chose, c'est que la jurisprudence, qui consistait à dire qu'il faut demander la vente à emporter dans le cadre d'une demande de déspécialisation partielle parce qu'elle n'est pas incluse dans l'activité de restauration. Cette jurisprudence, qui est assez ancienne, à mon avis, sera amenée à évoluer. C'est mon humble avis, mais je suis persuadé que ce qui a été jugé en 2011 bougerait aujourd'hui en 2020, où on estime, surtout avec l'expérience du confinement, à mon avis, les juges estimeraient que dès lors que vous faites de la restauration, vous pouvez nécessairement faire de la vente à emporter. Je pense qu'il va y avoir une évolution jurisprudentielle de ce point de vue-là. Surtout pour la période qui nous intéresse, c'est-à-dire la période du confinement. À partir du moment où l'État autorise par décret, dans des décrets spécifiques, comme ça avait été le cas dans le confinement numéro 1, la vente à emporter, je suis tout à fait à l'aise sur le fait que ces décrets l'emporteraient sur une décision contraire du bailleur pendant la période du confinement. Et donc, je pense que s'il y avait un litige qui se nouait avec le bailleur, une discussion sur la question de savoir si j'ai oui ou non la possibilité de faire de la vente à emporter pendant le confinement, je pense qu'en invoquant ces décrets spécifiques, en invoquant cette situation économique spécifique, vous auriez gain de cause à minima sur la période du confinement. Et je pense pour ceux qui malheureusement auront besoin d'en passer par une procédure, et je ne vous le souhaite pas avec les bailleurs qui seraient intransigeants sur cette question-là, qu'on obtiendrait aujourd'hui des décisions différentes de celles qu'on obtenait il y a 10 ans et que les juges iraient jusqu'à dire, je suis à peu près sûr de ça maintenant, qu'en réalité, quand vous avez dans la destination du bail l'activité de restauration, ça implique la vente à emporter. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait ce type d'évolution jurisprudentielle. Voilà. Donc, je voulais juste faire ce petit point en vous disant, il y a un petit bémol juridique, mais on est dans une période particulière et même sur du long terme, je pense qu'on devrait pouvoir considérer à terme, même si je n'ai pas d'arrêt de jurisprudence à date pour vous le dire, que l'activité de restauration dans le bail implique la vente à emporter et le click and collect. C'est l'air du temps et voilà, c'est la direction que les choses prennent. Alors, juste un dernier point, si tu m'y autorises, Xavier. Oui, il nous reste encore quelques minutes et puis on va prendre quelques questions pour finir. Je voudrais conclure juste là-dessus. Sur la question du bail, indépendamment des négociations qu'on a vues, je rappelle, parce que c'est un point qui est souvent oublié, je le rappelle régulièrement autour des articles, vous savez la fameuse révision triennale. La plupart des exploitants, des commerçants connaissent cette révision triennale. La plupart du temps, on vous dit c'est quand il y a une augmentation de loyer tous les 3 ans. C'est à tort qu'on considère que cette révision triennale ne serait ouverte qu'aux bailleurs.
On dit parfois, c'est la révision triennale, c'est ce qui permet au bailleur d'augmenter le loyer tous les 3 ans. C'est faux. C'est une fenêtre de tir, une période au cours de laquelle on peut venir réviser le montant du loyer. Et si les conditions légales sont réunies, je ne rentre pas là parce que ça ferait l'objet d'un débat, on peut demander une baisse du loyer. Alors évidemment, ce n'est pas le bailleur qui va faire une demande de révision triennale à la baisse, mais le locataire peut le faire. Et on est entré dans une ère où, comme je vous le disais, on risque de voir un marché locatif baissier, avec des valeurs locatives en baisse. Et donc, dans un certain nombre de cas, si vous arrivez au stade de la révision triennale, date d'anniversaire du bail, il peut être intéressant de se rapprocher de l'avocat pour voir si les conditions sont réunies pour demander éventuellement une baisse structurelle du loyer. Ceci étant, en termes de négociation, je reviens sur les stratégies de négociation, je pense que vous serez capable de le voir, c'est difficile dans la même démarche de demander une exonération du loyer et une baisse du montant du loyer. Le bailleur va vous dire « vous êtes peut-être un peu trop gourmand ». Donc, la stratégie, c'est commencer par demander une exonération pendant le confinement et à la sortie du confinement, quand l'activité reprendra, on pourra discuter éventuellement des baisses locatives de manière structurelle sur le bail. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. Ton micro, Xavier. Un grand merci à toi, Baptiste. Je t'en prie. C'était très intéressant et je pense que ça apportera des bonnes pistes à tous nos restaurateurs qui sont connectés. On va prendre quelques questions. Alors, je pense que tu as déjà répondu à nombreuses questions directement. Si tu veux regarder en même temps celles qui te semblent peut-être les plus importantes dans l'onglet questions, il me semble qu'il y en avait une sur le risque que l'on prend en arrêtant de payer ses loyers complètement. Le risque, il est assez simple. Vous risquez une procédure judiciaire. Donc, vous risquez le fait que le bailleur vous attaque pour vous demander à payer le loyer. Alors, vous auriez la possibilité de demander, je vous disais, 2 ans de délai au magistrat, ce qui serait accordé, je pense, quasiment systématiquement. Tout de même, je pense qu'on a vu certaines décisions quand même tomber. Les juges sont assez sensibles à ce qu'on appelle la bonne foi, qui a montré que vous avez fait un petit peu le maximum. Aujourd'hui, je préconise plus pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer son loyer, qui se retrouve dans une situation difficile, de donner un petit peu au bailleur. Vous lui donnez une petite somme, s'il n'y a pas eu d'accord, pour pouvoir être capable de dire au juge, écoutez, voilà, je suis en difficulté, mais je montre ma bonne foi, j'ai essayé de payer un petit peu le loyer. C'est plus facile pour le magistrat d'entendre votre bonne foi que le cas dans lequel vous dites « Ah bah moi, ça fait 7-8 mois que de toute façon, je ne donne pas un euro au bailleur », parce que les juges vous diraient « Oui, mais vous avez quand même eu des aides potentiellement, vous avez eu le fonds de solidarité potentiellement. Alors, je ne dis pas que ces aides, c'est la panacée, que ça équivaut à ce que vous gagnez d'habitude, mais sur ces aides, vous auriez pu donner un petit peu aux bailleurs, là où les bailleurs, n'oubliez pas, en SCI, je parle des petits bailleurs, ne sont pas, eux, forcément aidés. Ils ne reçoivent pas de fonds de solidarité, hein, par exemple, sur une SCI. Donc, voilà, faites attention quand même à la notion de bonne foi, à ne pas vous montrer trop dur en affaires aussi vis-à-vis des bailleurs, ça pourrait être mal vu par certains magistrats sévères. Merci, c'est très clair. Et justement, concernant donc la SCI, Alexandre nous pose la question. Je suis propriétaire de la SCI qui héberge mon restaurant, puis-je bénéficier des 30% de crédit d'impôt? Eh bien, écoutez, pour tout vous dire, je n'ai pas la réponse à cette question. N'étant pas fiscaliste, c'est vraiment une question de droit fiscal pur. D'abord, je pense qu'il faudrait attendre les précisions du gouvernement sur la loi de finances sur ce dispositif, qui nous donnera des précisions. En l'état, je ne peux pas répondre à cette question. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on ait la loi de finances rectificative pour voir quelles sont les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt. Pascal, tu as une idée là-dessus ou pas, toi? Ok, bon. Non, a priori. Question de Julie. J'ai entendu qu'on pouvait payer que 2 loyers sur 3. Des précisions, s'il vous plaît. Que 2 loyers sur 3? Je vois pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas de. Je pense que les gens qui vous ont dit ça sont plutôt des gens, vous savez, qui estiment que c'est un peu stratégique. Si tu payes au 0 loyer, tu passeras pour quelqu'un de mauvaise foi. Si tu payes un loyer de temps en temps, tu montreras que tu as fait des efforts. Pour moi, c'est dans la logique que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, c'est plutôt ça, je pense. Donc, il y a une question de Solène. Est-ce qu'il est préférable de faire une déclaration de perte d'exploitation aux assureurs? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je ne peux pas apporter de réponse systématique à ces questions-là. Les contrats d'assurance sont divers, mais
clairement, faire une déclaration de perte d'exploitation, ça préserve vos droits et ça vous permet d'initier immédiatement une discussion avec votre assurance sur cette question-là. Alors peut-être que vous devrez en passer par une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause, mais au moins vous aurez fait la demande. Merci. Question de Najad. Peut-on demander la suspension de prêts bancaires pour cette période de confinement après l'avoir déjà demandé? C'est peut-être à la fois comptable et juridique. Pascal, on vous entend plus. Alors, on reviendra sur cette question par la suite, peut-être. Ouais, alors moi, j'ai pas de précision à apporter sur les négociations avec les banques. Simplement un point, je ne sais pas si c'est ce que visait cette question de manière spécifique, mais le gouvernement a rappelé, vous savez, pour le PGE, pour ceux qui ont contracté les PGE, vous aviez 1 an de différé. Le gouvernement a étendu à 2 ans, a dit qu'il étendra à 2 ans le différé sur le PGE. Donc, si c'est ça que recouvre cette question, voilà la réponse que je peux apporter. Et je sais que Pascal essaie d'ajouter quelque chose, mais on n'entend pas. Oui, c'était au moment de la déconnexion, je pense. Le micro n'a pas dû se réactiver. Question de Lucie. Donc, les loyers différés, par exemple novembre et décembre, sont-ils comptabilisés dans la base imposable de l'année 2020 des propriétaires? Je vous demande cela car cela peut représenter un argument de négociation supplémentaire avec le propriétaire des murs. Le fait de différer, alors j'ai du mal à comprendre cette question. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Ceci étant, j'apporte une petite précision sur ces histoires de différé de loyer. Il me semble que pour bénéficier… Alors, oui, Pascal? Oui, c'est bon. Vas-y, continue, je reviendrai sur la question tout à l'heure. Ok. La question des différés sur les négociations. Alors, je parle sans avoir lu le décret sur la question du crédit d'impôt. Ceci étant, si c'est la question, je ne suis pas sûr de comprendre à 100% cette question, mais si la question est est-ce que si on diffère le loyer, est-ce qu'on a un crédit d'impôt? Il me semble que dans les annonces du gouvernement, on nous parle d'abandon de loyer. Donc, si le bailleur vous dit, écoutez, je vous exonère du loyer, par exemple, du mois d'octobre, novembre et décembre, ok? Comme ça, je demande un crédit d'impôt. Mais par contre, je le diffère et en fait, vous me le réglerez plus tard. Là, à mon sens, il y a une position qui est incohérente. On est presque à la limite de la fraude fiscale puisque le bailleur bénéficierait d'un crédit d'impôt tout en touchant la totalité de son loyer après. C'est d'ailleurs, à mon avis, incompatible avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la clause de retour à meilleure fortune, qui est un petit peu cette idée-là. C'est finalement, on va payer le loyer de manière différée dans le temps. C'est la même chose. On ne peut pas, autant la clause de retour à meilleure fortune, elle est très intéressante si vous voulez différer une partie du loyer, par exemple, pendant le couvre-feu. Mais pendant le confinement, l'idée, c'est qu'on va plutôt aller sur une exonération sèche du loyer qui va permettre au bailleur, lui, d'aller demander son exonération fiscale. Mais le bailleur ne peut pas avoir gagné, entre guillemets, sur tous les tableaux, bénéficier de son crédit d'impôt et en plus aller toucher après, dans quelques mois, le montant plein du loyer. Pascal, des précisions sur ces différents points? Alors, précision en ce qui concerne l'échelonnement des prêts bancaires. Quand vous aviez des prêts bancaires en cours, vous aviez la possibilité, au moment du premier confinement, de les reporter de 6 mois. Et je pense que la question s'est portée là-dessus. Donc là, ils ont été reportés 6 mois. Il n'y a aucune disposition à ce jour qui permettrait de le prolonger encore, de retarder cet échelonnement. On va voir dans l'ensemble des dispositions qui vont être adoptées. Voilà. Je pense que la question faisait référence à ça en l'occurrence. Voilà. Merci. Et pour ce qui relève du crédit d'impôt, effectivement, il faut que ce soit un abandon définitif. Et j'aurais tendance à dire, il faut que ça soit acté pour que le bailleur puisse apporter la preuve qu'il y a eu un abandon total. Merci beaucoup. Voilà, merci. C'est très clair. On va s'arrêter là parce que le temps passe et ça fait déjà un peu plus d'1h30 qu'on est ensemble. Donc, on va terminer. Merci beaucoup, Baptiste et Pascal. Pour info, on mettra en place, comme on l'avait fait pendant le premier confinement, on va mettre en place des lettres types pour aider les exploitants, les restaurateurs à négocier leur loyer, qui vont ressembler un petit peu à ce qu'on avait fait sur la première vague. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez nous les demander, je remets mon mail, enfin mon nouveau mail. Voilà, si ça peut aider certains.
à initier les discussions avec le bailleur. Ces lettres sont disponibles, y compris pour les assurances. C'est des lettres assez standards voilà, si vous en avez besoin, on les met à disposition. Parfait, merci Baptiste. Et merci à tous d'être restés aussi longtemps. Vous étiez plus de 750 inscrits à ce webinaire. Donc, ça nous encourage à continuer. On va faire le maximum pour vous aider. Si vous avez des suggestions, répondez au mail qui vous sera envoyé automatiquement juste à la fin de ce webinaire. Vous recevrez également le PDF avec les slides qui ont été présentés aujourd'hui. Je remercie également Evan qui travaille dans mon équipe dans l'ombre et qui a largement organisé ce webinaire qui est présente là même si on ne la voit pas. Donc merci à toi Evan. Et puis je vous dis à tous à bientôt et bon courage pour la gestion de cette période difficile. Merci, à bientôt. À bientôt.